Voilà, on enchaîne. Il y a beaucoup de choses qui sont dites depuis ce matin. Laurent, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Donc, vice-président Meta pour l'Europe du Sud. Meta, c'est la maison mère de, évidemment, les marques que vous connaissez bien, qui sont Facebook, Instagram, WhatsApp, Thread aussi. Il faut parler aussi de ce réseau social. Ma première question, c'est pour démythifier un peu l'IA. Quand on s'adresse à un des patrons de Meta, qu'est-ce que vous pensez là, de tous ces fantasmes, de toutes ces craintes voilà, dont on a un peu parlé ce matin, même si on a essayé d'être un peu plus enthousiaste? Merci Frédéric de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous sur ce sujet absolument passionnant. Écoutez, il y a un an exactement, Bill Gates a publié une lettre qu'il fait régulièrement et il parlait de l'intelligence artificielle. Et il disait ces choses extrêmement simples. Il a dit, dans ma vie, et on peut le croire, dans une vie exceptionnelle, j'ai vécu 2 démonstrations révolutionnaires. En 1980, quand on m'a présenté, un ingénieur, une vraie interface graphique pour les utilisateurs, qui allait, en réalité, construire toute l'activité, à l'époque on appelait informatique, puis individuelle, du monde que nous connaissons. Et il rajoute la deuxième chose. En 2022, j'ai passé du temps avec des équipes d'intelligence artificielle et j'ai vu les progrès fulgurants de cette technologie. Et il conclut, la révolution de l'intelligence artificielle est du même niveau que celle de l'ordinateur personnel, de l'Internet et du téléphone portable. Donc face à cette révolution exceptionnelle, vos invités en ont parlé très bien, il y a bien sûr, comme toujours, face à la révolution technologique, des peurs, des craintes, et l'histoire est jalonnée de ces mêmes récits. Après, il y a un autre critère, c'est la rapidité, peut-être, oui, à laquelle est arrivée. C'est vrai, et vous verrez que cela va certainement aller plus vite que la révolution digitale ou des grandes plateformes qui s'est produite depuis, disons, 25 ans. L'intelligence artificielle a un potentiel considérable économique, de croissance économique elle-même. Si vous lisez le rapport qui a été cité du gouvernement la semaine dernière, il dit, au fond, dans les 10 ans qui viennent, c'est un potentiel de 250 à 420 milliards sur le PIB français. C'est l'activité de l'industrie en France aujourd'hui. Pour un élément qui est le deuxième, c'est les gains de productivité. La création de nouveaux modèles économiques, de nouveaux services que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qu'on commence à entrevoir. Par également l'innovation elle-même qui va se diffuser dans toutes les industries. Toutes les entreprises aujourd'hui sont ou seront impactées par le mouvement de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, comme toute révolution, il peut y avoir des craintes sur les emplois. Il y a des emplois que nous ne connaissons pas aujourd'hui qui vont être évidemment les emplois de demain. Savez-vous que 60% des emplois aux États-Unis en 2018 n'existaient pas en 1940 ? Donc ce mouvement, évidemment, va se produire. Et nous avons des chercheurs en intelligence artificielle, des ingénieurs en intelligence artificielle qu'on n'avait pas il y a simplement 8 ans. Donc bien sûr, l'emploi va être bouleversé, la localisation de l'emploi, l'impact aussi sur les revenus et l'échelle des revenus. Certainement des emplois qui sont à haute valeur ajoutée seront peut-être à moindre valeur ajoutée dans les années qui viennent. Et puis, cela vient d'être évoqué, de nouvelles réflexions sur la façon de réguler ces nouvelles activités. Mais j'allais dire, comme toujours, dans l'histoire des transitions technologiques. Alors, parlons un peu de Meta, parce que l'intelligence artificielle, évidemment, c'est pas nouveau chez Meta. Ça fait plusieurs années que le groupe travaille sur ces technologies. Quels sont un peu les cas d'usage? Parce que nous tous, on utilise toutes ces marques, et puis finalement, on fait de l'IA sans le savoir. Oui, tous les jours, vous utilisez de l'intelligence artificielle quand vous êtes sur Facebook, sur Instagram et sur les messageries. Je vais y revenir. L'intelligence artificielle chez Meta, qui alors s'appelait Facebook, a commencé il y a maintenant un peu plus de 10 ans, en 2013, où Mark Zuckerberg appelle un homme que tout le monde connaît désormais, mais en 2013 beaucoup moins, Yann Lequin. Ce Français de renommée internationale, lauréat du prix Turing il y a quelques années, qui depuis des années aux États-Unis cherche sur l'IA et développe des technologies neuronales, ce qu'on appelle à l'époque machine learning, puis deep learning, puis computer vision. Et Mark Zuckerberg l'appelle, il lui dit « Monsieur Lequin, venez travailler avec moi ». Il dit « Oui, mais
je veux bien, mais je veux garder ma chaire à l'université New York. Je veux continuer à enseigner et, je le dis parce que c'est important dans le développement de l'IA aujourd'hui, à une condition pour monter un laboratoire de recherche, je veux qu'il soit en open source. C'est-à-dire que toutes les recherches que ce laboratoire au sein de Facebook va trouver soient immédiatement publiées pour toute la communauté scientifique. Il s'agit d'abord de créer une entité de recherche fondamentale. Et Mark Zuckerberg lui dit « D'accord, venez, et je vous laisse liberté totale ». Ce qui était exactement le cas. Donc c'est une histoire ancienne, l'intelligence artificielle et Facebook. Et à l'époque, je peux vous assurer, puisqu'il était français, je reçois un message en me disant « On va embaucher Yann Lequin ». Je plonge dans Google pour savoir qui est ce garçon et cet homme. Je ne sais pas qui est Yann Lequin. Et très honnêtement, je ne suis pas ingénieur. Je me renseigne pour savoir qu'est-ce que donc que cette intelligence artificielle dont on nous parle. Car à l'époque, 10 ans, Frédéric, vous parlez de la vitesse, c'est-à-dire hier, ces technologies, ces recherches, les outils que vous utilisez, le grand public ne les connaît pas. Bien sûr, la communauté scientifique les connaît. Donc l'histoire a commencé ici en 2013 pour Facebook, et particulièrement, on ira peut-être dire un mot là-dessus, a commencé en France. C'est en France qu'on installe, il y a quasiment 10 ans, notre plus grand laboratoire de recherche, en tout cas la plus grande entité de ce laboratoire, qui s'appelle FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research, et on le met à Paris. Et à l'époque, c'est très étonnant, ça commence avec une personne, puis deux, puis trois, il y en a plus de 120 aujourd'hui. Et c'est un des laboratoires qui a transformé la recherche mondiale, et qui certainement est un des piliers de l'écosystème français d'IA. Cédrico en a parlé il y a quelques instants. Donc ça a commencé comme ça. Et l'intelligence artificielle fait partie de votre utilisation quotidienne. Quand vous ouvrez votre fil sur Facebook ou sur Instagram, les contenus que vous voyez, de plus en plus, le moteur de découverte est généré par des outils d'intelligence artificielle pour vous proposer les contenus que vous aimez, qui sont proches de vos centres d'intérêt. Pour les clients, les grandes agences qui travaillent avec nous, parce que notre modèle économique, c'est le marketing et la publicité, de plus en plus, nos outils publicitaires sont générés par l'intelligence artificielle pour augmenter la performance. Et en moyenne, nos nouveaux produits publicitaires, je ne viens pas faire de la publicité pour que vous travaillez avec nous, hein, mais on assiste à une augmentation du retour sur investissement d'à peu près 1/3. Donc l'IA fait partie de l'entreprise, et le premier développement, bien avant les utilisateurs et les clients, c'était la modération des contenus. Vaste sujet. Comment vous protéger des contenus dits inappropriés qui circulent parfois sur les plateformes. L'intelligence artificielle a été le premier chantier pour utiliser ces technologies pour bloquer a priori et en amont les contenus pour que vous ne puissiez jamais les voir. Juste un mot sur l'open source. Pourquoi c'est aussi important d'avoir leur open source? Il y a open, donc c'est ça, c'est cette ouverture. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a ce débat entre Yann Lequin s'en défend d'ailleurs souvent sur les réseaux, enfin ce qu'on peut lire. On a vu un OpenAI qui devait être open source, qui l'est moins. Enfin voilà, on sent qu'il y a une grande bataille, même Mistral, notre français, autour de ça. Pourquoi est-ce aussi important d'avoir de préserver ce côté open source? C'est un grand débat, en effet, dans la communauté, aujourd'hui, dans l'économie auprès des grandes entreprises. C'est une ligne stratégique que Facebook puis Meta a toujours maintenue. Je citais ce laboratoire notamment parisien, qui a toujours publié tout depuis qu'il existe à Paris en open source. C'est plus de 1000 modèles qui ont été mis à disposition et des milliers de lignes de code pour que la communauté s'en saisisse. Quel est l'intérêt de l'open source, en tout cas pour nous? L'open source, pour que chacun comprenne bien, c'est que tous nos modèles sont mis gratuitement et librement à l'utilisation de tout le monde. Alors bon, il faut être un petit peu câblé pour utiliser ce genre de modèle. Notre grand modèle de fondation, vous en avez parlé, de LLM, Large Language Model, Llama, est en open source depuis l'été dernier. L'intérêt, gratuit et libre. Ce modèle a été téléchargé plus de 130 millions de fois. Libre, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite utiliser l'interface que vous voulez avec d'autres entreprises que les produits proposés par Meta. Quel est l'intérêt? Il y a plusieurs intérêts pour une entreprise. D'abord, vous avez une faculté d'accélération du temps de la dissémination dans l'industrie. À partir du moment où vous mettez ces modèles extrêmement puissants, Llama est certainement un des meilleurs modèles aujourd'hui de LLM, il a la capacité de se diffuser très vite. Une étude vient de montrer aux États-Unis que les entreprises qui s'intéressent ou expérimentent l'IA générative, 41% de ces entreprises utilisent ce modèle open source. Donc d'abord, capacité de dissémination. Coût, c'est gratuit.
C'est important, parce que je ne veux pas citer les entreprises que vous avez citées, mais c'est un autre modèle, et c'est très bien d'ailleurs. Mais là, c'est gratuit. 3, pour nous, l'open source a toujours une valeur dans le monde de la recherche, c'est la capacité d'attirer les talents. Quand vous avez de très très grands chercheurs, et que vous leur dites, venez chez moi, et tout ce que vous allez faire, ça va rester en interne, il n'y aura aucune publication scientifique, personne ne verra votre travail, ça n'intéresse pas les chercheurs. Et ça, c'est très important. Pour attirer les talents, et il faut des talents dans le monde de la recherche et de l'ingénierie en IA, mais notamment la recherche, l'open source, et Yann s'est beaucoup battu pour cela, est un élément extrêmement important d'attractivité. Parce que vous travaillez pour une entreprise, mais tout ce que vous allez trouver va être publié. C'est exactement ce qui s'est fait pour Meta. Parce qu'évidemment, là, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, il y a aussi ce sentiment de dépendance, du coup, avec une entreprise comme Meta. Voilà, comment on garantit, il y a ce côté open, mais on se dit, quand même, c'est gratuit, je bénéficie de la recherche de ce groupe. Voilà, comment est-ce que je ne crée pas une dépendance quelque part ? À partir du moment où c'est gratuit et libre, c'est plutôt de l'indépendance qu'on donne que de la dépendance, me semble-t-il. D'autant que vous avez évidemment la capacité d'aller utiliser tout un tas d'outils, tout un tas de modèles de fondation et demain d'applications qui vont être créées dans un monde extrêmement compétitif. Donc une façon aussi d'amener de l'indépendance, de la liberté et surtout, je redis, c'est très important, de la diffusion auprès des écosystèmes de ces technologies, c'est bien le modèle open source. De plus en plus de startups, je vous ai donné le nombre d'entreprises aux États-Unis qui utilisent notre produit, utilisent gratuitement le modèle Llama. Et certaines l'utilisent avec d'autres partenaires. Je pense à Hugging Face, qui est une entreprise également française, sans passer forcément par les services de Meta. Donc au contraire, je pense que ce modèle-là, je le redis, gratuit et libre, avec l'impact bien sûr sur l'écosystème, est un élément très utile d'accélération, de familiarisation et aussi de laisser un monde extrêmement ouvert. Les modèles open source dans l'histoire technologique, notamment du XXe siècle, ont montré qu'ils avaient une capacité à aller plus vite que les modèles parfois fermés, parce que simplement chacun d'entre nous, quand on en a les compétences, peuvent l'utiliser, et donc il y a une accélération de l'utilisation de ces produits. Oui, on l'a vu à l'époque de tous ceux qui montaient des sites web, parce que la plupart des sites web ont été montés sur des Frédéric, l'histoire même d'Internet. Ouais, d'Internet, ouais. C'est un grand débat qu'il y a eu aux États-Unis entre des modèles fermés et ouverts. À l'époque, les autorités américaines ont poussé des modèles ouverts parce qu'ils pensaient que c'était le sens de l'histoire d'avoir le socle d'Internet est en effet basé sur l'open source de ces modèles. On parle beaucoup de formation depuis ce matin. Il faut former pas seulement des ingénieurs, mais aussi des citoyens, des écoliers. Qu'est-ce que propose Meta justement dans cette Alors, notamment domaine en France, on fait deux choses. D'abord, on a, par l'existence de notre laboratoire, par, je pense, une forme de légitimité dans l'intelligence artificielle ici dans notre pays, on a toujours développé des formations spécifiques depuis l'essor de cette entreprise en France. Notamment en 2018 auprès des femmes, où on les formait à devenir entrepreneurs, parce que la tech a besoin beaucoup de femmes aussi entrepreneuses. En 2022, on a lancé une académie du métaverse avec Simplon. Et cette année, on réédite cette initiative avec Simplon, qui est notre partenaire organisme de formation dans notre pays. On lance à partir d'avril, donc c'est demain, des ateliers d'initiation à l'intelligence artificielle pour tous les Français. On va se déplacer dans 8 villes en France. On commence le premier atelier à Marseille pour initier plutôt que former les Français à l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que c'est ? Pour expliquer comment vous pouvez l'utiliser, mais aussi quelles sont, disons, les sensibilités de ces outils. Et puis surtout, on va lancer en avril une plateforme numérique pour former des milliers de Français gratuitement. Notre objectif, c'est d'initier 30 000 Français à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que nous considérons que, évidemment, cette révolution est d'ampleur et doit le plus possible être comprise par chacun, et que au fond, la mission de grandes entreprises de la tech, qu'elles soient américaines ou peu importe leur nationalité, quand elles sont acteurs d'un pays, c'est le cas de cette entreprise dans notre pays, la France, d'être acteurs de la diffusion. Donc on prend cette initiative, on le prend aussi, c'est la deuxième initiative auprès de start-up. On a ouvert en janvier à Station F, puisqu'on est implémenté aussi à Station F ici à Paris, un programme d'incubation de start-up uniquement sur l'IA. On en a sélectionné 5 de start-up extrêmement brillantes, françaises. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ouvert la candidature en janvier, on a reçu 103 candidatures. C'est pour vous montrer le dynamisme qu'il y a ici en France, les talents qu'on a en France. Vous avez évoqué
Mistral, bien sûr, mais on peut parler d'autres entreprises. Je pense à Nabla, par exemple, ou à tant d'autres. Lighton, qu'on a ici. Exactement, il y en a beaucoup. C'est le problème, si vous en citez une, après, non, mais vous allez faire plus de temps. Bon, je le cite, je le salue, bravo. Donc on a aussi ce programme d'incubation de start-up parce qu'il est très important d'accompagner, notamment de mentorer. On utilise les talents de nos chercheurs ici à Paris qui sont extrêmement talentueux pour aider ces entreprises-là. Start-up et français. Et juste un dernier mot, on a beaucoup parlé ce matin de l'Europe, de l'IACT, de tous ces éléments. Comment tu vois l'inscription de Meta, du groupe Meta dans l'Europe, là, dans les années qui viennent, voire les mois qui viennent, parce que tout ça avance tellement vite. Comme je voulais dire, on est implanté d'abord fortement en Europe. Il y a des talents en Europe. La vision qu'on a de notre continent, je reprends au fond un petit peu ce que Cédric a dit il y a quelques instants. Il est bien passé pour le dire mieux que moi. On ne doit absolument pas avoir peur de cette révolution. L'Europe a les entreprises, a le marché, a les talents, notamment des Français. L'IA est notamment dans sa partie actuelle est gérée ou avec de grands leaders qui sont français. L'Europe a une immense carte à jouer dans cette nouvelle révolution technologique. C'est l'occasion d'ailleurs de se réaffirmer comme un des grands géants mondiaux sur le plan de la recherche, bien sûr de l'impact économique, de la formation des futures européennes et des futurs européens. Donc l'Europe doit absolument se saisir cette carte. Et notre rôle ici, modestement, mais c'est quand même une grande entreprise, Meta, c'est justement d'investir, de garder des centres de recherche. Et nous, c'est notre philosophie, d'essaimer dans des écosystèmes. Et on est très heureux de la naissance, de l'essor de l'écosystème français. On pense qu'on a pris une part importante. Je citais le laboratoire, je veux le dire. On a, depuis le début, tissé des partenariats avec 17 universités françaises, 10 centres de recherche français, donc avec une logique de lien très fort avec les institutions de notre pays. On a participé au financement du supercalculateur Jean Zay. Donc notre vision de l'Europe, c'est qu'elle a toutes ses chances devant elle. Innover, accélérer, investir, aux acteurs européens de le faire. Merci Laurent. Merci Frédéric, merci infiniment d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci Laurent.